Je suis une fille de 19 ans, grande, mince et très pâle, avec des yeux marrons et des cheveux noirs jusqu'aux épaules. Je parais vulnérable et fragile au premier regard, ce qui est malheureusement vrai. C'est souvent la raison pour laquelle je suis régulièrement suivi, touché ou harcelé dans mon pays. Dans toutes les écoles publiques, les élèves portent des uniformes, ce qui permet aux gens de savoir facilement si tu es étudiant ou non. Si tu portes ton uniforme scolaire et que c'est un jour de semaine, tu n'as pas le droit d'entrer dans un centre commercial avant 17h30. C'est pour cela que j'attendais que mon oncle vienne me chercher après l'école, au lieu de traîner ailleurs. Mes amis étaient déjà rentrés chez eux à ce moment-là. Ce jour-là, j'étais particulièrement déprimé. Je venais de perdre un concours de rédaction. Je suis journaliste pour mon école et je suis en 9e année, ce que certains pourraient juger ennuyeux. Mais nous sommes tous obligés de participer à ce concours chaque année. Habituellement, je gagne et je monte sur scène, mais cette année, j'ai perdu, ce qui m'a vraiment mise de mauvaise humeur. Le concours s'était terminé très tôt, alors j'ai envoyé un message à ma mère pour qu'elle dise à mon oncle de venir me chercher. Ensuite, je suis sorti de l'école avec mes amis et nous nous sommes séparés. Ils rentraient tous chez eux par le même chemin, mais j'étais la seule à devoir marcher dans une direction différente. Mon oncle m'avait dit d'attendre au bout de l'école parce qu'il pouvait toujours facilement se garer là-bas. Je marchais, encore contrarié, et je suis arrivé à l'endroit prévu pour l'attendre. 10 minutes sont passées, et mon oncle n'était toujours pas là. J'ai donc vérifié mon téléphone, et il m'avait envoyé un message pour me dire qu'il allait être en retard à cause du trafic très dense et des travaux sur la route. Super. J'étais toujours là, à attendre depuis environ 5 minutes de plus, quand 2 gars sont passés. Ils m'ont vu, debout toute seule, et j'ai vu qu'ils se chuchotaient quelque chose en rigolant avant de revenir vers moi. Ils se sont arrêtés à environ 5 mètres de moi, mais je pouvais encore les voir clairement. J'étais déjà contrarié et agacé, alors je n'ai rien dit. J'aurais pu leur dire de partir ou de s'éloigner, mais j'étais trop fatigué et énervé, donc je suis resté là à attendre. Je suis une femme de 19 ans avec un petit ami qui fréquente la salle de sport. En général, je vais à notre salle de sport locale avec lui, mais parfois, à cause de son emploi du temps, je dois y aller seul, ce qui, normalement, ne pose pas de problème. Jusqu'à cette nuit-là. J'entre dans la salle de sport et je suis immédiatement accueilli par un homme que j'ai déjà vu ici, me souriant. Étant quelqu'un de poli, je lui rends son sourire. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant ce soir-là, mais je ne savais pas encore que lui rendre ce sourire serait une erreur. Je continue mon entraînement, mais pendant tout ce temps, je sens un regard fixé sur moi. Chaque fois que je tourne la tête, je croise son regard, toujours avec un immense sourire sur son visage. Et je ne parle pas d'un petit sourire timide, mais d'un grand sourire vraiment dérangeant. Il était déjà tard, et je n'étais pas du tout d'humeur. Alors j'ai vite terminé ma routine. J'ajouterai que ce type utilisait toutes les machines à côté de moi, essayant de capter mon attention, mais je l'ai ignoré. Une fois mon entraînement terminé, je me suis précipité dans les vestiaires des femmes, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à ma voiture. Ma voiture est un peu vieille, donc normalement il faut attendre que le moteur chauffe un peu, mais pas ce soir-là. J'ai immédiatement passé la marche arrière et c'est là que j'ai entendu le gars crier « Hé, mademoiselle !» Et soudain, il était à ma fenêtre, avec le regard le plus fou que j'ai jamais vu chez quelqu'un. D'une voix ferme, je lui ai demandé quel était son problème et ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. « Je sais que tu as un petit ami, je te vois ici avec lui, et je ne veux pas que tu penses que je te suis ou quoi que ce soit. Je m'appelle David, et je te promets que je n'ai aucune mauvaise intention. Mais je veux juste que tu saches que je vois cette tristesse derrière tes yeux, et chaque soir je prie pour toi. » À ce moment-là, je tremblais, et j'avais juste envie de lui rouler dessus. J'ai l'habitude que des hommes complimentent mon apparence, mais jamais je n'avais entendu quelque chose comme ça. J'ai rapidement dit « Merci » et j'ai filé. J'ai appelé ma mère, paniquée, et elle m'a taquiné en disant « Il t'aime bien ». Mais j'avais un très mauvais pressentiment à propos de ce type. Je me suis ensuite arrêté à Walmart pour acheter quelque chose rapidement,
Et devinez qui était là, pratiquement en train de m'attendre? David. Il m'avait suivi de la salle de sport jusqu'au Walmart. J'étais à la caisse automatique et j'ai rappelé ma mère. Cette fois, elle m'a dit de rester au téléphone avec elle et de faire semblant que c'était mon petit ami. Alors, je lui ai dit à quelle heure je serais à la maison, que je l'aimais et que j'avais hâte de la voir. Mais cela n'a pas découragé ce type. Il s'est approché de moi et n'arrêtait pas de dire « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Encore et encore, jusqu'à ce que je craque et crie « Quoi ?» Il m'a alors dit « J'adorerais que toi et ton petit ami preniez un café avec moi pour écouter mon témoignage. » Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Peut-être qu'il ne m'a pas suivi chez moi, mais le fait qu'il m'ait suivi de la salle de sport jusqu'à Walmart m'a terrifié. Mon petit ami et moi sommes retournés à la salle de sport pour obtenir ces informations, et la personne qui travaillait ce soir-là avait déjà ces informations sous la main. Elle a dit qu'elle m'avait vu très mal à l'aise et qu'il me fixait tout le temps. Elle savait que je reviendrais pour le signaler. Ils ont annulé son abonnement, mais je n'ai jamais déposé de plainte à la police à cause de mauvaises expériences passées avec eux. Mon petit ami a fini par faire un post sur Facebook pour avertir les autres jeunes femmes qui fréquentaient la salle de sport. Je pensais que tout se terminait là, mais David a vu le post et a envoyé à mon petit ami un long message racontant pratiquement toute sa vie, affirmant qu'il n'avait aucun intérêt romantique pour moi et d'autres absurdités pour qu'il retire la publication. Nous avons regardé son profil, et dans sa biographie, il était écrit « Je ne suis pas bon », mais lui, il l'est, ce qui m'a encore plus terrifié. Que voulait-il dire par là? Pour empirer les choses, il a avoué à mon petit ami qu'il ne vivait même pas dans notre ville ni n'y travaillait, ce qui me fait me demander s'il avait été expulsé de sa salle de sport locale pour avoir fait ça à d'autres femmes. Un mois plus tard environ, il a envoyé un message à mon petit ami en disant qu'on ne le reverrait plus, car il partait à l'étranger. Ses intentions me sont toujours inconnues. Qui dit à une inconnue qu'il prie pour elle tous les soirs? Cela me fait me demander combien de fois je suis allé à cette salle de sport seul, alors qu'il m'observait. David, si tu lis ceci, j'espère ne jamais revoir ton côté effrayant, et tu devrais vraiment arrêter d'aborder des femmes seules de cette façon. Je regarde toujours par-dessus mon épaule chaque fois que je rentre chez moi, et je m'assure que tu n'es plus dans ma salle de sport avant de commencer à m'entraîner. J'espère aussi que tu as arrêté de prier pour moi tous les soirs, surtout après ce qui s'est passé. Comme beaucoup de gens, j'ai un compte Discord. Il affiche mon prénom et une photo de moi, principalement parce que je ne l'utilise que pour parler à des amis dans la vraie vie, donc je ne me souciais pas d'y afficher mon visage ou autre. Récemment, j'ai décidé d'essayer Minecraft pour la première fois en 4 ans, parce que mes amis parlaient d'une mise à jour à venir, et ils voulaient que nous jouions tous ensemble. J'ai pensé que j'allais m'y mettre un peu en avance pour me familiariser avec les nouvelles mécaniques et autres nouveautés. J'ai trouvé un serveur, et j'y ai joué pendant environ 4 jours, avant d'apprendre qu'ils offraient des récompenses en jeu si l'on connectait son compte Discord à leur serveur. Aveuglé par ces récompenses, j'ai rejoint leur serveur Discord. Il y avait environ 400 utilisateurs en ligne, donc je ne me suis pas vraiment inquiété que des gens me voient, d'autant plus que j'étais assez bas dans la liste alphabétique. Au fur et à mesure que je m'habituais aux joueurs, je suis devenu plus à l'aise pour parler sur le serveur via le chat textuel. Ils avaient un canal secondaire censé faciliter la vente d'objets en jeu, alors j'ai laissé un message disant que je cherchais à acheter quelque chose. Environ 4 heures plus tard, un gars m'a ajouté en me disant « Je te le donne gratuitement, beau gosse », avec un clin d'œil. Je ne savais pas vraiment quoi répondre, alors j'ai juste dit « Ok, merci ». Pas de problème. Avec un clin d'œil a été sa réponse. Peu de temps après cette interaction, cette personne a commencé à demander constamment de se téléporter vers moi dans le jeu, et quand je lui demandais pourquoi, il répondait « Je veux juste traîner avec toi », ou une variante de cette phrase. Il faisait ça pratiquement à chaque fois que j'étais en ligne, et il me suivait autour de ma base pendant environ 1 heure, me posant des questions sur des sujets aléatoires, puis il repartait. Je ne suis généralement pas le genre de joueur à parler aux autres quand je suis en jeu. Je reste discret, et je fais mes trucs. Donc, c'était vraiment inconfortable d'avoir ce gars qui me faisait ça.
Après environ 3 jours de ce comportement, il a arrêté de m'appeler beau gosse et a décidé de passer au niveau supérieur en m'appelant sexy via des messages privés en jeu. Je lui ai poliment demandé d'arrêter de m'appeler ainsi, mais il n'a pas répondu. 2 heures plus tard, il m'a envoyé un message pour me demander quel âge j'avais. Hésitant, j'ai répondu 21. Pas de réponse à nouveau. J'ai décidé de me déconnecter pour la nuit parce que j'étais fatigué. 2 jours plus tard, j'ai allumé mon PC et ouvert Discord pour voir qu'il m'avait envoyé un message privé là-dessus aussi. Il m'avait écrit « Salut » et m'a demandé de l'appeler la prochaine fois que je serais en ligne. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste ignoré son message et fermé la conversation. À ce stade, ce type commençait vraiment à me faire flipper. J'ai de gros problèmes d'anxiété lorsqu'on me donne autant d'attention, donc j'ai décidé d'éteindre mon PC et de regarder des vidéos sur YouTube au lit, sur mon téléphone. Le lendemain, j'ai ouvert Discord parce qu'un ami voulait que je le regarde jouer à Hearthstone et que je lui donne des conseils. Nous avons fait ça pendant environ 1 heure, puis il s'est déconnecté. Environ 40 minutes plus tard, le gars bizarre a essayé de m'appeler et j'ai eu un moment d'absence. Je pensais que c'était mon ami qui m'appelait, alors j'ai accepté l'appel. J'ai réalisé mon erreur presque immédiatement et j'ai coupé mon micro. Le type mangeait des chips, à en juger par le bruit, et après environ 4 secondes de mastication bruyante, il a dit « Ne coupe pas ton micro, je suis curieux de t'entendre parler ». Puis il a laissé échapper un petit rire. Le gaz était allemand et avait une voix très étrange et flippante, à la fois aiguë et tremblante. Il a commencé à parler de la manière dont il me trouvait attirant. Au fait, je dois préciser que je ne suis vraiment pas aussi attirant qu'il le faisait croire. Je suis juste un gars normal. Puis il a parlé du fait que je n'avais pas été en ligne depuis quelques jours. Ensuite, il a envoyé une photo dans le chat en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» C'était une photo de son sexe et d'un objet sexuel, probablement un flashlight. J'ai immédiatement mis fin à l'appel, fermé Discord, et j'étais totalement paniqué intérieurement. 5 jours se sont écoulés avant que je ne retourne sur le serveur Minecraft. Dès que je me suis connecté, ce gars m'a envoyé un message avec un smiley. J'ai quitté le jeu pour ouvrir Discord, décidé à bloquer ce taré pour de bon. Quand j'ai ouvert la conversation, il y avait 8 messages non lus de lui, dont 5 disaient « Je pense à toi ». J'ai rapidement bloqué son compte et fermé Discord. Ensuite, je suis retourné dans le jeu, et heureusement, il y avait une commande « Ignore » qui permettait de le bloquer aussi dans le jeu, ce que j'ai fait. C'était tellement bizarre et dérangeant, et c'était ma première expérience de ce genre. Même si ça ne date que d'il y a environ 2 semaines, je ne m'en suis complètement remis que quelques jours plus tard. Comme je l'ai mentionné, j'ai une horrible anxiété lorsque je reçois beaucoup d'attention de ce type. Ce qui a empiré les choses, c'est que j'utilisais un compte où mon visage et mon prénom étaient invisibles, et je n'avais jamais été dans une situation où j'avais reçu de l'attention de la part de quelqu'un du même sexe. À l'époque, je ne savais pas quoi faire parce que j'étais tellement anxieux, mais en y repensant, j'aurais dû bloquer ce type immédiatement après qu'il m'ait mis mal à l'aise. Depuis, j'ai activé l'option sur Discord qui empêche l'affichage automatique des images. J'ai aussi envoyé un message à l'un des administrateurs du serveur Minecraft pour leur raconter ce qui s'était passé, et ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures. Ce qui est encore pire, c'est que ce gars est un membre régulier et haut placé sur le serveur, donc je me demande si je suis la seule victime de ce taré. Il pourrait avoir fait la même chose à une personne plus jeune. Je vis dans une petite ville de campagne. Quand j'étais plus jeune, vers 13 ou 14 ans, j'étais obsédé par tout ce qui touchait au secret. Je passais des heures à chercher des théories du complot, à regarder des documentaires sur les affaires étrangères, à lire des articles sur des guerres secrètes. Je racontais tout ce que j'apprenais à mes amis et à ma famille, mais je ne recevais en retour que des réponses du genre « Oh, c'est sympa » ou « J'en doute, ça n'a jamais dû arriver ». Personne ne semblait s'y intéresser, sauf un ami à moi nommé Craig. Nous nous retrouvions de temps en temps, et tout ce dont nous parlions, c'était de conspiration. Parfois, nous faisions des soirées pyjama et au lieu de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des films, nous sortions nos ordinateurs portables pour faire autant de recherches que possible.
Nous notions les sites web que nous jugions étranges et remplissions des cahiers d'informations que nous avions recueillis. C'était vraiment excitant pour nous deux. Nous avions l'impression de découvrir des choses que nous n'étions pas censés savoir, et cela nous donnait une certaine adrénaline. Un soir, Craig était chez moi pour une de ses soirées pyjama, et nous faisions nos recherches habituelles. Je suis tombé sur un site web enfoui dans Google, probablement vers la page 79 du moteur de recherche. Ce site répertoriait des hommes d'État et des politiciens russes liés à une ancienne branche du programme spatial russe. J'ai reconnu cela grâce au symbole d'Intercosmos en haut à gauche de la page. La page était entièrement en russe et j'ai commencé à cliquer au hasard. J'ai fini par tomber sur une page qui ressemblait à une page de contact. En bas, il y avait ce qui semblait être une adresse email. Comme un idiot naïf, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de leur envoyer un email depuis mon adresse personnelle, qui, à l'époque, n'était que mon nom complet. J'ai écrit un email disant quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Non, et je me demandais si vous seriez disposé à répondre à quelques questions que j'ai sur votre programme spatial. » J'ai ensuite énuméré des théories du complot sur le programme spatial russe et exigé une réponse de leur part. Craig et moi avons trouvé cela très intelligent en espérant recevoir au moins une réponse. Dans nos têtes, s'ils niaient nos questions, cela prouverait qu'ils couvraient les faits et nous aurions donc des preuves réelles. À notre grande surprise, l'email est réellement parti. Nous pensions qu'il serait impossible de l'envoyer à cause de l'ancienneté de l'adresse. Les semaines ont passé et nous avons fini par oublier cet email. Nous avons continué nos vies d'adolescents, entre l'école et les petites bêtises de jeunes. Un week-end, je dînais avec ma famille, et ma sœur a demandé à mon père s'il avait des amis russes. Mon père a dit non, mais qu'il avait travaillé en Russie pendant quelques années par le passé. Ma sœur a alors raconté que la mère d'une de ses amies avait été abordée dans la rue, en rentrant du travail, par deux hommes avec un accent russe, dans une voiture crème foncée. Ils lui ont demandé si elle savait où se trouvait la maison portant notre nom de famille. Mon père a trouvé cela étrange et a dit qu'il appellerait la mère de l'amie de ma sœur plus tard. Immédiatement, j'ai pensé à cet email que j'avais envoyé, et ma jeune tête s'est mise à tourner, imaginant des espions qui cherchaient à nous atteindre, ma famille et moi. À vrai dire, je trouvais cela plutôt excitant. Après le dîner, mon père a appelé la mère de l'amie de ma sœur, et j'ai écouté depuis l'étage. Je ne pouvais pas entendre grand-chose à part des bribes de la conversation de mon père. Mais dès qu'il a raccroché, il nous a appelés pour une discussion familiale. Il nous a dit que ce que ma sœur avait dit était vrai et qu'il était inquiet que des voleurs essaient de repérer la maison. Il nous a dit de faire attention à une grande voiture crème foncée avec des vitres teintées et que si nous voyions quelque chose de suspect, nous devions immédiatement venir le voir. À ce moment-là, j'ai pensé à parler à mon père de l'email, mais j'ai eu peur d'avoir des ennuis, alors j'ai décidé de me taire. Le lendemain, ma mère m'a demandé de sortir les poubelles à l'avant pour qu'elles soient ramassées le lendemain. Nous vivions au bout d'un long chemin à la campagne, donc il fallait environ 5 minutes pour remonter jusqu'en haut de l'allée. Alors que j'approchais du sommet, j'ai remarqué une voiture garée juste à côté de l'entrée de notre allée, à environ 50 pieds. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était la même voiture que mon père avait décrite. Une grande voiture verte foncée avec des vitres teintées, simplement stationnée là. J'ai fait semblant de ne pas la remarquer et j'ai déposé les poubelles. Je me suis retourné, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père sur son portable. Il a répondu et je lui ai dit que la voiture qu'il avait décrite était en haut de l'allée. Il m'a dit de revenir à la maison et qu'il allait sortir immédiatement. J'ai commencé à marcher lentement vers la maison, gardant la voiture dans mon champ de vision périphérique. Moins d'1 minute plus tard, mon père remontait l'allée en courant et m'a demandé où se trouvait la voiture. Je me suis retourné et je lui ai montré du doigt. Il a commencé à courir vers le côté conducteur de la voiture. Soudain, le moteur s'est allumé et la voiture a démarré en trombe, filant sur la route. Stupéfaits par ce qui venait de se passer, mon père et moi nous sommes regardés en silence. Nous sommes ensuite retournés en courant à la maison. Il m'a fait promettre de ne pas en parler à ma mère ou à ma sœur pour ne pas les effrayer. Une fois rentré, il m'a emmené dans son bureau et a appelé la police. La police a dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire puisqu'ils n'avaient rien fait d'illégal, mais qu'il fallait rappeler s'ils continuaient à revenir. Eh bien, ils sont revenus. À chaque fois, c'était mon père ou moi qui remarquions la voiture.
On essayait de s'approcher ou de la signaler, mais elle s'enfuyait. On appelait la police, puis on recommençait. Une fois, même ma mère l'a vue en rentrant des courses. La police a fini par envoyer une patrouille dans notre secteur, mais ils n'ont jamais vu la voiture verte foncée. Mon père devenait visiblement paranoïaque et envisageait même d'acheter un fusil. Pendant tout ce temps, je pensais vraiment que c'était ma faute, et que si je n'avais jamais envoyé cet email, rien de tout cela ne se serait produit. Mais je ne voulais tout simplement pas avoir des ennuis. Une fois, je me suis vraiment approché de la voiture, car elle avait calé en essayant de démarrer. J'ai essayé de lire la plaque d'immatriculation, mais la voiture était de côté par rapport à moi, et avant que je puisse m'en approcher davantage, elle était déjà trop loin. À ce stade, je n'avais plus peur, j'étais juste en colère. Je voulais que ces gens nous laissent tranquilles. Le pire moment pour moi est arrivé quand j'étais seul à la maison. Ma mère et mon père étaient au travail, et ma sœur était à l'un de ses programmes extrascolaires. Mon père m'avait dit de toujours garder la porte verrouillée, et que si quelque chose arrivait, je devais appeler la police. Je regardais la télévision dans le salon quand j'ai entendu des graviers craquer dans notre allée. C'était le bruit distinctif de la voiture qui descendait l'allée. Je me suis levé pour voir lequel de mes parents était rentré du travail, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. La voiture verte foncée était maintenant dans notre allée. Je me sentais tellement impuissant et terrifié. Elle est simplement restée là, moteur tournant. J'ai bondi pour attraper le téléphone fixe, mais dès que je me suis levé, la voiture a fait demi-tour et est repartie. J'ai immédiatement appelé mon père. Il m'a dit qu'il rentrerait bientôt et que je devais juste garder la porte verrouillée. Quand il est rentré, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas vu la voiture en revenant, mais il a tout de même appelé la police. Cela a continué pendant au moins 2 semaines. Chaque jour, on avait de plus en plus l'impression d'être surveillé, traqué, voire chassé. On voyait la voiture à toute heure de la journée, même autour de minuit, simplement stationnée en haut de notre allée. Cependant, un jour, elle n'est pas venue. Et finalement, la voiture a cessé de réapparaître. Nous ne l'avons plus jamais revue, ni les personnes qui la conduisaient. Mais cela a laissé notre famille dans la peur pendant plusieurs mois. Après cette expérience, j'ai arrêté mes recherches. Craig et moi nous sommes éloignés, et je me suis tourné vers des passe-temps que je jugeais plus sûrs. Je ne sais toujours pas ce qui a déclenché ces événements. Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec cet email, ou si ce n'était qu'une coïncidence. Mais cela avait une nature sinistre, et cette peur est restée. Cette sensation de savoir que l'on est observé, et de ne pas se sentir en sécurité chez soi, m'accompagne encore aujourd'hui. Ce qui suit est une histoire vraie racontée par un homme de 58 ans qui souhaite rester anonyme. 17 juillet 1986 devant moi, le bois déchiqueté obscurcit mon chemin. J'attends. Je fais un contrôle mental. Jusqu'où suis-je allé? J'estime que je suis à environ 2 miles de la route la plus proche, confortablement seul. Le temps loin des gens est l'endroit où mon esprit trouve vraiment son éclat. Je suis introverti, j'ai 23 ans, et j'étais toujours anxieux dans la foule. Je suis actuellement en train de pénétrer sans autorisation, mais personne ne se promène sur ces terres. Je n'ai presque rien à craindre, mais quelque chose m'attend. Je le sens dans mes tripes. Je peux distinguer une légère teinte bleue qui ne devrait pas être là. Une couverture peut-être quelque chose laissé par des adolescents en train de faire la fête. Une nuit d'été, dans le passé. Pas question, mais pas aussi loin. Mon grand-père m'avertissait des moonshiners qui se cachaient encore dans ces parages. J'ai toujours pensé qu'il était fou de ne pas s'être rendu compte que le temps l'avait dépassé. Peut-être que j'ai tort. Ce genre de gars n'apprécierait certainement pas que des jeunes hommes sans raison pénètrent sans autorisation. Là, je me suis accroupi, et j'aurais vraiment aimé avoir apporté mes jumelles. J'ai ouvert mes yeux, et concentré pendant 1 minute ou 2, je me sentais un peu bête, mais j'étais à cran. Mon esprit m'a forcé à vérifier tout signe de mouvement de quoi que ce soit qui pourrait me mettre en danger. Je n'en vois aucun. J'ai décidé que ma curiosité était trop forte, alors je me suis levé grand. J'ai brossé mon pantalon et j'ai avancé à un rythme plus lent, en m'approchant. Il est clair que ce n'est pas une couverture, c'est une bâche bleue.
Quelqu'un que Shin a cédé au fait qu'il n'était pas terriblement vieux. Le temps n'avait pas encore été assourdi son look élégant. L'usure n'était pas encore complètement installée. La zone était débarrassée des broussailles, mais je distingue une sorte de cabane grossièrement construite. Peut-être que cabane est un mot trop fort, un grand abri d'une certaine sorte. Je me rapproche, mais m'arrête à nouveau. J'écoute cette fois mon esprit, me suppliant de faire attention. Je n'entends absolument rien d'inhabituel, cependant pas de voix, pas d'écran, pas de son terrifiant d'un monstre cauchemardesque, juste les sons du Tennessee, les sons qui étaient censés être là. Je suis au chômage depuis plus d'1 an. Je fais de la randonnée dans ces zones pour fuir mes problèmes de vie quand le soleil tape fort et que j'ai parcouru quelques kilomètres. Il semble que je puisse me détendre, oublier le monde que je suis censé suivre. Mais me voici debout, près de ce qui semble être quelque chose dont je ne devrais pas faire partie. Mon esprit fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher de faire un autre pas. Il sait que mon cœur sait que ça ne me semble tout simplement pas bien. Je choisis toujours le chemin de moindre résistance, c'est ce qui m'a conduit sur ce chemin horrible sur lequel je suis. Non, pas ce chemin dans les bois que je suis en train de parcourir. Je voulais dire la trajectoire de ma vie et personne. Pas de perspective, pas de famille à moi, et personne qui n'a rien de mieux à faire que de pénétrer sans autorisation, rôdant dans les bois pendant des jours et des jours. À la recherche de Dieu c'est quoi, quelles que soient mes raisons, je me déplace autour de la structure et me retrouve à regarder l'entrée. La porte est fermée et je remarque qu'elle est parfaitement suspendue à ses charnières métalliques, l'abri aussi délabré qu'il en a l'air, aussi bien entretenu aux endroits qui comptent. Le toit est recouvert de feuilles de métal vert foncé qui feraient un travail parfait pour garder le il pleut dehors. Je scrute rien d'autre, ne ressors pas de marquage, pas de symbole, pas de feu de camp, pas de structure supplémentaire. Bien que celle-ci soit assez grande, cette chose doit faire au moins 400 pieds carrés, et de tous les abris sur lesquels je suis tombé, c'est de loin le plus grand que je gère. Bonjour. Le mot ne résonne pas comme je le pensais. Le son de ma voix ne se bloque pas. Il tombe sans réponse. Il n'y a personne ici. Je me suis dirigé vers la porte, et j'ai senti ma main contre les lattes de bois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être inconsciemment j'avais peur que la chaleur de l'abri du diable m'attende de l'autre côté. Bien sûr, il n'y avait pas de chaleur. Je n'ai rien ressenti d'anormal. La porte est coincée. Quelqu'un avait coincé un morceau de bois dans la fente avant, comme une cale pour maintenir la porte fermement fermée. J'ai réussi à la retirer, mais la porte est restée en position fermée. Je l'ai poussée, et j'ai laissé les charnières faire le reste du travail. J'ai senti une odeur étrange, un mélange de moisissure et de pièces de monnaie en cuivre. Il fait sombre à l'intérieur. Il n'y a pas de fenêtre pour laisser entrer la lumière. Donc c'est incroyablement difficile de voir à quelques mètres à l'intérieur. Je distingue une rangée de vieilles batteries de voitures soigneusement disposées. Je suis instantanément confus. Je sors mon sac à dos, ouvre la poche avant et localise ma lampe de poche. Je n'ai pas dépassé la porte. Je me suis mis à genoux. Je regarde par-dessus mon épaule, juste pour faire bonne mesure. Toujours seul. Je pointe la lampe de poche directement sur les batteries de la voiture. Elles sont neuves, et au-dessus d'elles se trouve un méli-mélo de fils propres. Elles tiennent ce qui ressemble au même éclat rouge et noir qu'elles avaient quand ils ont été achetés. Retirer le faisceau lumineux plus loin dans une seule chaise se trouve au milieu de la pièce. Les bras de la chaise ont été modifiés, de larges accoudoirs, une sorte de boucle assise à leurs extrémités. La tête de la chaise contient une sorte d'appareil métallique. Elle ressemble à un casque. Peut-être et me rappelle un souvenir d'une de ces chaises que vous voyez dans un service psychiatrique d'un film d'horreur. La chaise posée sur la table est une petite télévision, une belle, je pourrais ajouter, qui ressemblait à l'une de ces RCA haut de gamme que j'ai déjà vues au magasin. Assis à côté de la télévision, se trouve une autre boîte d'une certaine sorte, une sorte d'appareil électronique que je ne reconnais pas instantanément. Je suis figé ici, dans l'embrasure de la porte. J'entends mon cœur battre, une respiration est légèrement élevée. Continuez à scruter la pièce sur le mur ouest.
La lumière de ma lampe de poche capte une boîte en carton ouverte à l'extérieur. Une bande de vieux rubans adhésifs est fermement collée sur le côté. Quelqu'un a écrit quelques lettres et chiffres. CM. Le livre 1 à 5-0 ne signifie rien pour moi. Je ramène la lampe de poche vers les batteries de la voiture. Rien d'autre là-bas. Enfin, sur le mur est, je distingue 2 petits lits de camp. Ils sont vides, pas de literie ni d'oreiller, ils sont juste ouverts, mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont été utilisés depuis un moment. Je suis complètement perdu. Sur quoi diable suis-je tombé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je décide de ne pas m'aventurer à l'intérieur. Il est tard maintenant, bien après le coucher du soleil, et il commence à faire sombre très vite. J'ai fermé la porte et coincé la cale. Je décide de reculer par le même chemin que je suis venu, environ un demi-mile. J'installerai mon camp pour la nuit et je reviendrai le matin. 18 juillet 1986. J'ai passé la nuit à lutter pour dormir. Mon esprit jouait des scénarios et je ne pouvais pas fermer la vanne. Voyez, le terrain sur lequel je suis appartient à un juge bien connu du comté. C'est le genre de gars qui a des connexions politiques qui ont probablement atteint le sommet de l'État. C'est un homme de plein air connu comme beaucoup dans le Tennessee et il passe beaucoup de temps dans ses bois à chasser. C'était à peu près la seule inquiétude que j'avais lorsque j'ai choisi cet endroit pour fouiner. Au final, j'ai pensé que c'était une zone trop grande pour nous. De tomber sur un autre au hasard, ce qui me semble étrange, c'est que l'abri est clairement là depuis un certain temps. Il n'y a aucune chance que cette chose passe inaperçue. Le juge doit savoir qu'il est là. À un moment donné, il serait tombé sur cette chose. Si elle avait été construite sans son consentement, j'ai nettoyé ma zone de camping du mieux que j'ai pu, et j'ai jeté mon sac sur mon épaule, quelques respirations profondes, et je retourne vers l'abri. Ma curiosité me fait supplier pour des réponses. J'espère qu'elle se trouve devant moi. Je retourne à l'endroit où j'étais avant de regarder l'abri un peu devant moi et de chercher à nouveau du mouvement. Je ne suis pas aussi nerveux cette fois-ci. Je reste immobile pendant quelques minutes. Rien ne bouge. Je replace mon sac et je retourne à la porte de l'abri. Je me suis retrouvé à retirer la cale que j'avais laissée la nuit dernière. J'utilise la porte pour l'ouvrir à nouveau, et je sens à nouveau cette étrange odeur de pièces de monnaie en cuivre. C'est incroyablement distinct. Je pose mon sac sur ma lampe de poche et tire le faisceau dans la pièce sombre. Rien ne bouge. Je me suis d'abord approché des piles. J'ai vu la veille. Je ne sais pas vraiment ce que je cherchais, mais rien d'étrange n'apparaît après une inspection plus approfondie. Je me suis déplacé vers le mur est et j'inspecte les lits. Il n'y a vraiment rien de spécial à leur sujet. Je fais briller ma lampe de poche au-dessus et en dessous d'eux. Je ne trouve rien d'intéressant. Je reste convaincu que ces lits n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi je ressens cela, mais quelque chose à leur sujet me donne l'impression qu'ils n'ont pas été beaucoup utilisés, juste devant ces lits dans le coin de la pièce. Je trouve une seule boîte marron avec une couverture en carton que je n'avais pas vue auparavant. Je m'approche pour l'inspecter. Il n'y a rien à l'extérieur qui indique à quoi il sert. Je m'agenouille et retire le couvercle, le mettant de côté. La boîte est pleine de dossiers. Ce sont des onglets qui ne montrent que des lettres manuscrites et une séquence de chiffres gardant la lampe de poche focalisée sur les dossiers. Je prends mon doigt et feuillette les onglets. Chaque dossier jaunissant est fin. Certains d'entre eux semblent vides. Je m'arrête sur un au hasard et sors le dossier de la boîte. J'ouvre le dossier et vois une seule feuille de papier blanc avec une seule lettre et un seul numéro imprimé sur son devant. Je déplace le papier dessus et derrière je trouve une photographie. Un seul gros plan. L'œil de quelqu'un. Je peux voir une joue partielle et un nez dans ce qui ressemble à quelques mèches de longs cheveux blonds. On a l'impression que le jeu appartient à une femme. L'œil lui-même a quelque chose qui ne va pas. La pupille est déformée. Le centre noir d'encre semble couler dans l'iris bleu de la fille. La photo n'est pas datée, car aucune autre marque. Je sors quelques autres fichiers et trouve des photos similaires dans chaque fichier. Il y en a un seul, un morceau de papier avec une lettre et un chiffre derrière. Un gros plan d'un œil humain, tous déformés. Certaines pupilles ne sont pas complètement formées. D'autres montrent une pupille qui semble flotter quelque part au hasard dans l'iris.
Je remets les dossiers en prenant soin de m'assurer que les lettres et les chiffres restent en séquence. Je ferme le couvercle et repousse la boîte dans le coin. Je me lève et me tourne vers la table assise à l'avant de la pièce. Ma lampe de poche capte la télévision. Elle est débranchée, mais un deuxième fil passe d'une entrée à l'arrière vers un appareil assis à côté d'elle sur la table. Je me déplace vers l'appareil et l'inspecte. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. C'est une taille décente, enfermée dans du plastique. Une porte ou un clip est suspendu en son centre. Quelques boutons à droite, un bouton de lecture, de rembobinage. C'est un magnétoscope. J'ai déjà vu ces choses dans des catalogues de magasins, mais c'est la première fois que j'en vois une dans la vraie vie. Je glisse ma main dessus. Il n'y a aucune chance que quelqu'un laisse ça pourrir ici. Il y en a 400 ou plus. J'ai honte. J'ai brièvement flirté avec l'idée de le voler et de le vendre contre de l'argent. J'appuie sur le bouton d'alimentation, mais rien ne se passe. L'appareil est également débranché. Après quelques minutes à admirer à la fois la télévision et le magnétoscope, je me retourne et mon attention revient sur la chaise au milieu de la pièce. C'est un acier en métal lourd. Peut-être que les accoudoirs sont définitivement modifiés. Ils sont extrêmement larges dans les boucles que j'ai vues la veille à l'avant des accoudoirs. Ils s'avèrent être réglables. Je ne les touche pas. Il y a un casque avec des sangles qui pend au-dessus de l'appui-tête et qui semble pouvoir être ajusté. La chaise est boulonnée au sol. L'odeur des centimes est plus prononcée ici. Concentre mon faisceau sur les boulons sur le sol. Le bois semble rester près de ces boulons. Un aspect sombre, presque huileux, a imprégné les planches par rien d'autre ici. Intéressant. Enfin, je me dirige vers la boîte sur le côté ouest de la boîte de la pièce que j'ai vue hier. Ma lampe de poche choisit les mêmes chiffres et lettres manuscrits que j'avais vus précédemment. Je réalise que c'est une boîte similaire à celle que j'ai trouvée dans le coin opposé. Je m'en approche et vois que celle-ci est ouverte à l'intérieur d'un fouillis de boîtiers en plastique. J'en attrape un et il s'ouvre. Une cassette vidéo tombe sur le sol. Le bruit me fait sursauter. Mon esprit prend vie. Je réalise maintenant que je suis à l'intérieur de l'abri depuis plus d'une heure. Je me retourne et regarde dehors, pensant à moitié voir quelqu'un là-bas à la porte. Il n'y a personne seulement. La canopée verte du Tennessee Limber. Jusqu'à présent, je n'avais pas prêté beaucoup attention à mon environnement, tellement pris par l'enquête sur cette pièce, j'avais complètement perdu la trace de tout ce qui m'entourait. Je me suis retourné vers la cassette vidéo sur le sol. Mon esprit clignote avec des images de pupilles déformées. Je suis anxieux. Je me sens mal à l'aise. Je tourne mon attention vers les piles sur le sol. Ma lampe de poche ramasse les fils. La toile d'araignée des cordons, ils ressemblent à des serpents, gelés dans une énorme querelle. Finalement, je trouve un seul câble qui part des piles et je le suis juste sous la table. La télé et le magnétoscope sont assis au bout de ce seul fil. Une multiprise. L'odeur du sou de cuivre envahit mes narines. J'ai la nausée, comme si j'allais être malade. Je suis sorti en courant de l'abri et j'ai vomi juste devant la porte. J'ai rapidement jeté de la terre par-dessus, inquiet que quelqu'un remarque que j'étais là. Je tremble. J'ai l'impression que ma glycémie est déréglée. Je ferme la porte et coince la cale comme je l'ai déjà fait. Je me dirige vers le bord du bois et je m'assois près de la base d'un grand arbre. Je repose mes yeux. 18 juillet 1986, en fin d'après-midi. C'est une journée moite. Je peux sentir les abeilles de sueur couler sur les côtés de mon visage. Je vois des éclairs de lumière derrière mes paupières, ou comme une tempête d'éclairs bleus dans l'obscurité. Mes pensées oscillent entre m'avertir que je me sens faible et m'avertir que je suis tombé sur quelque chose de maléfique. Une odeur de métal de pièces de monnaie en cuivre s'installe dans mes narines comme un brouillard. J'ai ouvert les yeux au soleil, de fin d'après-midi. La base de l'arbre est inconfortable. Je m'adapte. Je bois le reste de mon eau de mon sac à dos en bougeant le moins possible. Je ferme à nouveau les yeux pendant que je le fais. Mes pensées m'emmènent à un moment de mon passé. Je suis assis avec ma mère dimanche matin et nous assistons au service. Ma mère était membre de l'église baptiste et s'assurait toujours que j'étais avec elle. Le dimanche matin, je vois le pasteur, un homme plus âgé dans la soixantaine debout à la chaire.
La prédication commence floue. Ma mémoire ne me donne pas vraiment les mots, juste la sensation de la pièce. Bientôt elle entre en mise au point. Voyez si vous croyez en Dieu comme moi, alors vous êtes obligés de croire au diable. La Bible est claire. Ensuite, si vous croyez au paradis, comme moi, alors vous êtes obligés de croire en l'enfer. La Bible est claire sur ce point. Ces histoires dans ce bon livre sont réelles. Je dois me rappeler que le mal existe s'il a existé. Alors il existe encore aujourd'hui. J'ouvre les yeux, je m'assois un moment de plus, je me reprends, je prends mon sac et je me lève. Le juge à qui appartient ce terrain possède aussi un abri. J'en suis sûr. Je ne suis qu'à 2 miles de la route. La plus proche, il n'y a absolument aucune explication à ce sur quoi je suis tombé. J'ai été à l'intérieur de l'abri du diable. Je suis maintenant à un carrefour. Une bataille commence dans mon esprit quant à la façon de procéder. Dois-je revenir immédiatement et contacter le shérif ou dois-je revenir? Dois-je m'aventurer à l'intérieur et regarder ces cassettes vidéo maintenant? Il n'y a rien de positif à tirer de les regarder, mais je ne peux pas m'empêcher de donner libre cours à ma profonde curiosité. Je retourne à l'abri. Je m'arrête quelques instants pour m'assurer que je ne vois aucun mouvement. Je ne vois rien. Je me dirige vers la porte de l'abri. Je retire la cale et me familiarise à nouveau avec cette odeur de pièces de monnaie en cuivre. Je rentre à l'intérieur et je sors précipitamment, avant de me rendre compte que j'ai laissé la cassette vidéo sur le sol. Je ramasse la cassette et son boîtier en plastique, et je me dirige vers la table et pose le boîtier près de la télévision. Tenant toujours la cassette, j'ai mis ma lampe de poche à genoux, je déplace le câble que j'ai vu plus tôt, et le suis jusqu'à ce qu'il atteigne sa multiprise. Il doit y avoir un onduleur ici quelque part. Sinon tout ce câblage est stupide. Aucune raison de le chercher, ça n'a vraiment pas d'importance. Soit je les branche et j'ai du courant, soit je ne les ai pas. Les 2 prises sont insérées. Et je lève la tête, juste après le dessus de la table. Une lumière bleue clignote sur le magnétoscope. Il est allumé, je tremble à nouveau. Cette fois, je ralentis, je m'assois par terre, face à la chaise en métal et à la porte. Je me dis de me calmer. J'essaie de contrôler ma respiration et mon rythme cardiaque. Ça marche. Après quelques minutes, je me lève et me retourne vers la télé. Je tends la main et allume le violon RCA avec un bouton. J'entends un bruit statique alors que l'écran clignote en vue. Je suis instantanément déstabilisé, j'entends faiblement les sons des oiseaux dehors de la porte à l'intérieur. La lumière bleue de la télé illumine mon visage. Ma lampe de poche est suspendue vers le sol, le bruit de l'électricité statique. Parmi tout le reste est tout simplement dérangeant. Je ne sais pas pourquoi j'ai glissé la cassette dans la fente du magnétoscope et j'entends la machine saisir la bobine. J'appuie sur lecture. L'écran devient noir. Le bruit de l'électricité statique est remplacé par ce qui ressemble à l'océan. Il monte et descend. L'écran clignote en blanc, puis revient au noir, tandis que le bruit de l'océan continue. Finalement, l'écran change pour un gros plan d'un homme. Il regarde la caméra, ses yeux clignent. Le clignotement est anormalement rapide, comme si l'enregistrement avait été accéléré. Un léger ton peut maintenant être entendu. L'homme clignotant disparaît. L'écran change à nouveau cette fois, en un motif de forme de ton fonctionnant maintenant simultanément. Les sons semblent percer d'une manière ou d'une autre, comme si le premier ton avait été coupé pour n'atteindre que mon oreille gauche. Le deuxième ton faisant la même chose, mais vers ma droite il coule ensuite et change d'oreille. Ce motif continue. Je me sens désorienté. J'ai appuyé sur avance rapide sur la bande. J'ai regardé l'écran, alors que les motifs continuent. J'ai appuyé sur lecture plusieurs fois et vérifié que les mêmes tons continuent et les mêmes motifs, alors que j'avance rapidement à nouveau jusqu'à ce que les motifs disparaissent et que l'image semble montrer un écran bleu. J'appuie sur lecture, une voix de femme énonce et cela semble légèrement informatisé. Je rembobine. Je trouve le début de l'écran bleu et appuie à nouveau sur lecture. La femme parle. Son nom est Crystal. Vous êtes né en 1979. Votre mère vous a abandonné. Vous avez été sauvé. Nous vous avons sauvé. Nous sommes vos sauveurs. Votre nom est Crystal. Vous êtes né
en 1979. Votre mère vous a abandonné. Vous avez été sauvé. Nous vous avons sauvé. Nous sommes vos sauveurs. Cela continue jusqu'à ce que je termine la cassette et que j'appuie sur éjecter. Je prends une autre cassette dans la boîte et l'entre dans le magnétoscope. Le même écran noir, les mêmes sons de l'océan, l'homme qui clignote rapidement et les mêmes motifs et tons. J'avance rapidement sur la cassette jusqu'à un autre écran bleu. La même voix de femme. Votre nom est Ashley. Vous êtes né en 1978. Votre mère vous a abandonné. Vous avez été sauvé. Nous vous avons sauvé. Nous sommes vos sauveurs. Votre nom est Ashley. Vous êtes né en 1978. Votre mère vous a abandonné. Vous avez été sauvé. Nous vous avons sauvé. Nous sommes vos sauveurs. Plusieurs les bandes continuent avec le même modèle, les mêmes tons, le même homme, la même voix informatisée. Le seul changement était le nom et l'année de naissance. Je remets toutes les bandes dans la boîte, fais un autre balayage de la pièce, mais il n'y a rien d'autre ici. Je sors, ferme la porte et bloque la cale. Rien de tout cela n'est correct, rien n'est normal. Je mets mon sac à dos et sors du timber à un rythme rapide. Je reviens sur le chemin de terre à la tombée de la nuit et je suis déterminé à appeler le shérif. Mes lèvres sont gercées et mon corps me fait mal. Mais cela ne m'empêche pas de faire du jogging. Vers la ville, pas une seule voiture ne m'a dépassé, et le ciel nocturne était clair comme du verre, et j'ai regardé les étoiles scintiller comme des paillettes, et j'ai parlé à Dieu pour la première fois depuis des années. Je lui ai demandé des conseils. Je lui ai demandé de m'expliquer ce que je venais de voir. Je n'ai reçu aucune réponse après environ 1 heure. J'arrive aux lumières de la ville. J'ai augmenté mon rythme. Je trouve un téléphone public à l'extérieur d'une station-service près des toilettes. Sur le côté du téléphone public, il y avait un autocollant avec une liste de numéros d'urgence. En bas, il y avait un numéro non urgent. Les raisons sont inconnues. J'ai décidé d'appeler celui-là plutôt que le 911. Une femme répond. Je me suis figé. Je n'avais même pas parlé à un autre être humain depuis plus d'1 semaine. Je lui ai dit que j'aimerais qu'un officier enquête sur un endroit suspect. Un répartiteur semble un peu confus et demande où se trouve cet endroit. Je donne l'emplacement approximatif. La femme demande s'il y a un crime en cours de commission, ce à quoi je réponds que je n'étais pas sûr. Je continue ensuite à expliquer ce que j'ai vu. Il est clairement sceptique mais promet d'envoyer un officier. Nous raccrochons tous les deux. Le téléphone s'éloigne du téléphone public. Je m'assois sur le trottoir. Je suis épuisé le 25 juillet 1986. Je donne un coup de pied dans une pierre du chemin de terre alors que je fixe le bois. Cela fait 1 semaine que j'ai appelé les autorités concernant cet endroit. J'ai une randonnée de 2 miles devant moi, c'est facile à comparer au type de sommeil que j'ai eu ces dernières nuits. Je me suis vite rendu compte que je n'avais aucun moyen de savoir ce que le shérif a fini par trouver. Je me dirige vers le bois. Je peux dire que mes pas sont un peu plus rapides que d'habitude, alors que mon esprit aspire à une sorte de clôture. Alors que je marche, je pense à quel point tout cela est vraiment déprimant. Le refuge lui-même a une ambiance de quelque chose qui ne devrait pas l'être, c'est déprimant tout seul. La partie vraiment triste est que j'ai réalisé que je n'avais personne à qui raconter cette histoire folle. Aucune famille, aucun ami, personne en qui j'avais confiance. J'étais juste abasourdi. J'étais assis à regarder le mur alors que mon esprit ne faisait que parcourir la réalité de ce que je venais de trouver. Ce juge, il sait ce qu'un homme comme ça a à voir avec un refuge comme celui-ci, et l'esprit crée les avenues pour mes pensées s'écoulent. Je suis proche de l'abri maintenant. Au moins. Je pense que je ne vois pas la bâche bleue. Je ne peux pas distinguer le bâtiment pas de toit vert. Je me tourne en rond pour m'assurer que je suis au bon endroit. Je trouve finalement l'arbre contre lequel je me suis reposé il y a quelques jours, définitivement dans la bonne zone. Mais quelque chose ne va pas si le shérif est passé ici. Je ne vois aucun signe de lui en fait. Je ne vois aucun signe de quoi que ce soit. J'ai instantanément cette étrange sensation dans mon estomac. J'avance et me retrouve debout dans l'espace ouvert où se trouvait l'abri. L'abri a disparu là où il était. Je trouve des broussailles et des branches et de la terre empilée. Je me suis rapproché, je donne un coup de pied dans la terre le brun.
se transforme rapidement en un résidu noir. Je lui donne encore un coup de pied et m'agenouille pour regarder de plus près Cendre. J'attrape un bâton et une bite cendre noire foncée, ils l'ont brûlé au sol. Je me lève. J'ai peur maintenant. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. J'ai l'impression de ne pas être seul. Je me retire à la base de mon arbre familier, m'arrête et regarde en arrière, aucun mouvement du tout. Ils le brûlent à bris, réduit en cendres, et puis enterré sous les broussailles. Je me pose toutes les questions du livre. J'ai appelé les autorités pour signaler cet endroit et 1 semaine plus tard, il est détruit et caché. Ça n'a aucun sens. Impuissant, je n'ai rien pour prouver mon histoire. Personne ne me ferait confiance si je leur disais « J'ai appelé un shérif qui, j'ai supposé, a appelé le juge. Ce juge a incendié l'abri du diable. Et maintenant je suis un jeune homme qui s'introduit sans autorisation avec l'histoire que je n'ai aucun moyen de prouver. Je glisse contre la base de l'arbre conscient d'équations sans réponse, qui connaissait l'arbre depuis un moment, écoutant les bruits de la forêt remettant tout en question. J'aurais dû prendre une de ces cassettes ou un de ces dossiers. Mes efforts pour dissimuler mes fouilles ont complètement détruit toute chance que quiconque me croie un jour 2 mars 1987. J'ai écouté la tonalité buzz pendant un long moment. Avant de composer leur numéro, après 2 sonneries, une femme répond. Je m'explique, dis à la jeune femme au téléphone que je fais suite à un appel que j'ai passé au bureau du shérif, il y a quelques mois après avoir informé la femme que je n'avais jamais reçu de numéro de dossier et avoir donné l'adresse du domicile du juge. La femme m'informe qu'ils n'ont aucun dossier dans leur fichier. Je raccroche le téléphone 17 octobre 1990. Je suis un désastre dépressif ces 3 dernières années, n'ont été que des petits boulots, location d'appartements et voitures d'occasion bon marché et télévision de fin de soirée. Je pense souvent à cet abri. Il hante mes nuits et fait tourner mon cerveau en bourrique. Je suis assis sur un vieux canapé. Il est tard. La télévision diffuse des scènes d'un épisode de Dans la chaleur de la nuit. J'ai hésité à aller au FBI. Je sais déjà qu'ils penseront que je suis fou. Je suis sûr qu'ils auront des informations sur moi. Ils verront un hippie chômeur de 27 ans. Je sais déjà que c'est une perte de temps totale pour moi. C'est la seule réponse. Au moins pour tenter d'apaiser ma conscience, je m'endors. Le 2 novembre 1990, on frappe à la porte. Finalement, j'attends depuis un moment et je suis une épave nerveuse. J'ouvre la porte. Un jeune agent m'accueille depuis ma terrasse et je lui souhaite la bienvenue à l'intérieur. Il est mince. Il a probablement presque mon âge. Je suis sûr qu'il me juge déjà dans ma location bon marché. Je le dirige vers ma table de cuisine et il s'assoit. Il refuse une tasse de café. Je m'en sers une et m'assois en face de lui. Il est sans fioriture. Nous ne passons presque pas de temps à bavarder. Il sort un formulaire de sa mallette et a un stylo prêt pour l'heure suivante. J'explique en détail le refuge sur lequel je suis tombé et les juges ont atterri 4 ans avant. L'agent est professionnel. Il semble prendre des notes et poser quelques questions en cours de route. Après avoir fini, je le regarde droit dans les yeux et lui dis que je ne suis pas fou. Je m'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt et je lui ai dit que j'avais peur de le faire parce que j'étais en train de pénétrer sans autorisation. Finalement, je lui dis que toute cette histoire m'a vraiment dérangé et a complètement impacté toute ma vie. Il ne me montre aucune sympathie. Il vous remercie de m'avoir tendu la main, me serre la main et me donne sa carte. Il me dit que j'ai bien fait de contacter le FBI et qu'ils prennent tous les rapports très au sérieux. En sortant, il me dit qu'il me recontactera. Je n'ai plus jamais de ses nouvelles. Le 21 juin 2001, à la 2e sonnerie, j'ai ouvert ma porte. Ils se tiennent sur le porche. C'est un homme bien habillé, en costume gris et cravate foncée. Il a demandé après moi par mon nom. Je lui réponds que je suis celui qu'il demande. Il se présente et explique qu'il est détective privé et qu'il voulait me poser quelques questions avant de répondre, un peu confus. Je demande si tout va bien. Si je suis dans une situation genre de problème, le détective privé m'a expliqué qu'il enquêtait sur une affaire de personnes disparues au Colorado, et puis il est tombé sur un rapport que j'ai donné au FBI en 1990. Je l'ai laissé entrer, il m'a tendu un rapport du FBI. Que pouvez-vous me dire sur ce juge dans votre rapport? Rien, je ne connaissais certainement pas le gars. Personnellement, je le connaissais juste.
Il était bien connu dans le comté à l'époque, il se trouvait juste qu'il pénétrait sans autorisation sur sa propriété, quand je suis tombé sur le refuge décrit dans mon rapport. Pourquoi enquêtez-vous sur lui? Pas exactement été embauché pour enquêter sur une affaire de personnes disparues au Colorado. Elle a été vue pour la dernière fois dans une petite ville à l'extérieur de Boulder en 1981. Sa famille n'a pas pu faire de progrès terribles, mais je suis désolé. Comment cela se connecte-t-il au juge du Tennessee? Eh bien, j'ai pu localiser l'une des meilleures amies de la fille disparue à l'époque. Elle était dans un état critique, une toxicomane. Je lui ai longuement parlé de la disparition, et elle a fini par me dire que cette fille disparue traînait avec un groupe de la côte Est. Le mieux que j'ai pu comprendre, c'est qu'il s'agissait d'une sorte de secte. Elle n'avait pas beaucoup de détails, mais elle m'a donné le nom d'un type du Tennessee. Je lui ai rendu visite il y a un mois. Le juge a dit non et ça s'est terminé par une impasse. Ce type était en poste en Allemagne de 1979 à 1983. Il prétend n'avoir aucune idée de qui est cette fille disparue, mais dans notre entretien, quand je lui ai parlé de l'angle Colt, quelque chose dans l'histoire a touché une corde sensible. Il m'a dit qu'il connaissait un gars, un juge, qui prétendait être une sorte d'homme connecté. Il a toujours pensé que le gars était légèrement fou, mais ce qui est étrange, c'est que ce gars était également connecté à une sorte de secte. La vraie coïncidence était son voyage. Il faisait de fréquents voyages du Tennessee à la région de Boulder pour rencontrer certains de ses autres membres de la secte. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment le pièce du puzzle est même arrivé en place. Je me gratte encore la tête à ce sujet, et le gars qui voyage entre le Tennessee et Boulder est le juge, n'est-ce pas? Oui, l'homme qui faisait ces voyages est le même juge dans votre rapport. Imaginez ma surprise lorsque je suis tombé sur votre rapport et que j'ai vu toutes ces choses sur le prétendu refuge sur son terrain. Le juge est décédé il y a 2 ans, c'est tout ce que nous avons. J'ai passé des semaines à interviewer des gens qui connaissaient ce juge. Pas un seul d'entre eux n'a eu une mauvaise chose à dire sur le gars. Il est propre comme un sous-neuf. Mon esprit s'égare. Puis il reste encore 15 minutes environ. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à gagner de notre conversation. Je suis entré dans la porte et je l'ai regardé sauter dans son SUV. C'était la dernière fois que je parlais à quelqu'un du refuge du diable.